Ce qui fait que tous les débats sur le changement de la Constitution est axé sur la personne de Tshisekedi qui veut avoir le troisième mandat. Or, il y a plus que ça, il y a pire que le troisième mandat. C'est la balkanisation qui est dans cette Constitution. La souveraineté de l'État qui est exercée sur le sol, et ce sol appartient à d'autres personnes. Vous pouvez arriver là-bas, oh non, je suis l'État congolais, je viens exercer ma souveraineté. Bako Benganayo, allez, Katuka, tu n'es pas ici, va-t'en. En République démocratique du Congo, il y a un seul débat. Un seul débat qui fait rage. C'est oui ou non, on doit changer la Constitution. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que tout le monde est d'accord? Et si on est d'accord, pourquoi on doit changer la Constitution? Et est-ce que c'est pour permettre au président Tshisekedi de faire son troisième mandat parce qu'il est déjà presque à la fin de son deuxième mandat? Donc, voilà la question brûlante qui secoue la scène politique congolaise. Je m'appelle Alphonse Mwambi et je vous salue à partir de La Haye, aux Pays-Bas. Bienvenue chez Mwambi International Network. Mesdames et messieurs, pour commencer, j'ai préparé cette émission en lisant quelques livres qui sont très importants pour pouvoir avoir une idée de quoi l'on parle. On parle bien sûr du changement ou de la révision de la Constitution, mais il faut savoir d'où vient cette Constitution. Est-ce qu'elle est faite par les Congolais ou elle est faite par d'autres personnes? Et ici, je voudrais, avant de commencer, vous dire que j'ai eu plusieurs fois à interviewer M. Bertrand Badi. Bertrand Badi, il est professeur Sciences Po à Paris. Je l'ai interviewé plusieurs fois, mais aussi sur Paris. Et là, il me dira que il y a des constitutions. Il a ses collègues à Paris qui sont très contents, qui se glorifient, qui se disent « Voilà, moi j'ai écrit la constitution de tel pays en Afrique. Moi j'ai exporté telle constitution en Afrique. Moi j'ai… » Et quand il me disait ça, c'était pour se dire « Mais attendez, les Africains, vous-même, vous faites quoi? Est-ce qu'il faut attendre un professeur de Paris, d'Amsterdam ou de Washington pour écrire vos constitutions? » Voilà. Alors, je disais en commençant que j'ai lu ce livre, Chronique d'une paix négociée en RDC, de Modeste Mutinga, Un devoir de mémoire. Donc, c'est 1998-2003, 1998-2003. Donc, Chronique d'une paix négociée. C'est-à-dire, ici, il parle de tous les gens qui étaient impliqués dans les négociations pour arriver à la paix et surtout pour arriver à cette constitution. Ici, on parle de Museveni, de Laurent Kabila, Kagame, Chiluba, le président de la Zambie, M. Niasse, Thabo Mbeki, Massire, Rouberoy, Joseph Kabila, Tshisekedi et Bemba. Voilà les auteurs de ces gens qui étaient donc à l'époque pour négocier donc la paix et pour arriver à cette constitution. Je vais en revenir. J'ai lu aussi le livre de Zongala Talaja, The State and Democracy in Africa. Donc là aussi, il retrace tout ce qui s'est passé au Congo autour des élections, mais aussi dans d'autres pays africains. Les auteurs, c'est George Nzongola Ntalaja et Margaret Lee. Alors, il y a aussi un autre livre
Celui-là qui est de Charles Onana. Charles Onana, vous le connaissez très bien, vous l'avez suivi sur notre chaîne Mohammed International Network, chaîne YouTube. Nous avons beaucoup d'interviews. Si vous ne l'avez pas vu, allez-y là-bas, vous allez trouver plusieurs interviews de lui qui sont d'une grande qualité et d'une grande analyse sur la géopolitique congolaise mondiale. Alors, Europe, crimes et censure au Congo. Les documents qui accusent. Ici, dans ce livre, il y a une interview spécifique sur ce livre que j'ai faite avec Charles Onana à Paris. Allez-y sur Mohammed International Network, vous allez la trouver. Mais ici, pourquoi je prends ce livre? Je prends ce livre parce que dans ce livre, l'Union européenne dit tout simplement que c'est avec la pression qu'il faut qu'on puisse avoir des résultats au Congo. C'est-à-dire la pression de l'Union européenne sur les politiciens congolais pour arriver à tout ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire aussi pour arriver à cette constitution. Parce que quand l'Union européenne parle de ça, il parle de tous ces gens-là, tous les rebelles, tous les accords, ainsi de suite. Il fallait la pression. Ils disent, c'est à travers la pression que nous avons toujours eu des résultats au Congo, c'est à travers les pressions que nous allons avoir des résultats. Alors, ces pressions-là, nous n'allons pas, vous et moi, les voir comme ça, mais il y a des chercheurs comme Charles Onana qui les mettent ici dans ce livre, que je vous recommande d'ailleurs d'acheter. En même temps, il y a mon propre livre à moi, La démocratie, ça ne se mange pas. Démocratie, Kunyenit et. Ce livre, je l'ai écrit après ma mission d'observateur des élections en 2006. En 2006, j'étais à Goma, j'étais chef de mission au niveau de l'Union européenne, de la Hollande. J'étais à Goma, Bukavu, Kindu, dans le Maniema. Deuxième tour, j'étais à Kinshasa, dans les Kimbantseke, partout là-bas, dans les zones rouges. J'ai fait ces observations et j'ai écrit ce livre. Et dans ce livre, il y a des témoignages de jeunes gens que j'ai rencontrés à Goma qui m'ont parlé de cette constitution. Et peut-être que je vais commencer par là. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit que pendant la campagne référendaire, donc il fallait faire le référendum pour savoir oui ou non, il faut dire oui, hein, il faut accepter la Constitution. Et la campagne, c'était pour Jean-Pierre Bemba, vous devez dire oui à la Constitution. Si vous dites non, nous allons continuer. Excusez-moi. Si vous dites non, nous allons continuer avec la guerre. Oui, c'est pour arrêter la guerre. Non, c'est pour continuer avec la guerre. Alors, c'était des jeunes gens, des étudiants, qui me disaient, mais cette constitution, là, je suis en 2006, à Goma. Ils me disent, cette constitution ne sert à rien, à l'époque déjà. À l'époque. Ils me disent, ils sont venus nous dire ici, Jean-Pierre Bemba, il est au gouvernement, qu'ils me contredisent. Si c'est faux, c'est que je dis. Donc, voter oui, c'est voter pour la paix. Voter non, c'est continuer avec la guerre. Ça, c'est Jean-Pierre Bemba dans sa campagne. Il n'était pas le seul, hein. C'était aussi les Roubérois et tous les autres rebelles. Ils disaient la même chose. Mais pour commencer cette réflexion, je vais prendre d'abord la déclaration de la CENCO. La CENCO, c'est quoi? La CENCO, c'est une association qui est au sein de l'Église catholique
à Kinshasa, au Congo. La CENCO, ça veut dire Conférence épiscopale nationale du Congo. Et il y a les évêques qui sont réunis dedans. Ils ont sorti ce document, donc c'est signé par plusieurs évêques, dont Monseigneur Mouteba Fulgerens, Monseigneur Ouengo Étienne, donc il y a l'évêque de Lubumbashi, évêque de Bondo, vice-président de la CENCO, évêque de Lolo, vice-président de la CENCO. Il y a tellement de signataires que je ne peux pas tous les citer ici. Alors, qu'est-ce que cette déclaration dit? La déclaration, ça est intitulé « La nation est en péril ». La nation est en péril. Alors, cette constitution, ça a été aussi lu par Monseigneur Cholet, qui est le porte-parole de la CENCO. Ils font le constat, tout ce qui est la nation est en péril, une partie du pays est occupée par les rebelles M23, et puis il y a aussi les terroristes dans le nord, c'est ce qu'ils disent, et il y a l'insécurité aussi dans l'ouest, c'est-à-dire dans le Bas-Congo, à Kinshasa, etc., etc. Ils disent tout simplement que... Donc, ils disent qu'ils se font beaucoup de soucis, ils ont d'inquiétudes. Nous pensons quant à nous que tout passage en force dans cette direction comporte des risques énormes, dont la balkanisation du pays. Donc, pour la CENCO, le changement de la Constitution veut tout simplement dire la direction vers la balkanisation du pays. Parce que les autres belligérants, M23 et les autres opposants ne sont pas d'accord. Donc, cela va pousser les autres à balkaniser le pays. Hein? Donc, il plaide pour un dialogue inclusif afin de trouver un compromis. Voilà. Donc, ce que nous pouvons ce que nous pouvons retenir de la déclaration de la CENCO, c'est que le changement de la constitution au Congo va mener vers la balkanisation. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On va réfléchir là-dessus. Mais surtout, il est très important de signaler ici que l'Église catholique a droit au chapitre. Comme moi, j'ai droit au chapitre, comme tout le monde, tous les Congolais ont droit au chapitre. Alors, cette constitution que j'ai entre mes mains, comment elle est parvenue au Congo? Comment elle est parvenue à être la constitution du Congo? Cette constitution a été le fruit d'une négociation. C'est-à-dire que le Congo a été envahi par des rebelles, sponsorisés par le Rwanda et les Américains. Et ils sont venus, ils ont fait la guerre avec Laurent Désiré Kabila. C'était en 1997, 97, jusqu'à ce qu'il y ait eu séparation entre le président Kabila, Laurent Désiré Kabila, et le Rwanda, et que le Rwanda a envahi l'est du pays. Et voilà, Kabila est assassiné, Laurent Désiré Kabila est assassiné le 16 janvier 2001, et son fils va prendre le pouvoir et il va négocier à Pretoria, à Sun City, et voilà qu'ils ont fait cette constitution. Mais ils ont fait cette constitution comment? Ils se sont arrangés, c'est-à-dire les rebelles et une partie qu'on appelait une partie de l'opposition, ils se sont arrangés sous l'égide de la communauté soi-disant internationale,
Et ils ont trouvé un compromis pour dire, voilà, on fait cette constitution. Je vais vous dire en passant que pour faire cette constitution, nous avions un certain Louis Michel. Louis Michel, à l'époque, il était ministre des Affaires étrangères. Hein. C'est un ministre belge des Affaires étrangères. Louis Michel est venu à Kinshasa. Il habitait presque pratiquement à Lubumbashi. Il faisait beaucoup de bruit et il faisait aussi la campagne hein, pour cette constitution. Donc, on a à partir de Sun City, on a créé un parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat. Comment ça s'est créé cette histoire de parlement? Ce sont les délégués au pourparlers en Afrique du Sud, des Congolais, les rebelles inclus, parmi les rebelles, il y avait des Rwandais, jusqu'à aujourd'hui, hein, c'est ce qui se passe. Donc, vous pouvez toujours vérifier, comparer avec la situation d'aujourd'hui, rien n'a changé. Alors, ils se sont dit, on crée un parlement, Sénat, Assemblée nationale, et ils ont choisi des délégués de ce parlement-là. Et sur ce parlement, qui a travaillé sur cette constitution, qui était déjà conçue et écrite par l'Université de Liège. C'est Bob Kabamba qui était venu avec cette constitution. Il est professeur en matière politique à l'Université de Liège, donc il y a des Belges qui sont derrière. Et c'est pourquoi, quand vous regardez cette constitution, la base est dans les propos qui sont écrits. Voilà. Donc, quand vous ouvrez cette histoire de constitution, vous allez voir qu'il y a la constitution de la République démocratique du Congo, exposé des motifs. Et c'est ça ce qui est beaucoup plus important, parce que vous avez exposé des motifs, vous avez le préambule après. Je vais continuer avec ça, mais je prends aussi la constitution d'avant, la constitution de Mobutu, le Zaïre. Dans cette constitution, il n'y a pas d'exposé des motifs. Ici, c'est directement vers le préambule. Vous voyez? Donc, le préambule, ici, dans la constitution du Zaïre, de Mobutu, c'est nous, peuple zaïrois, réunis au sein du mouvement populaire de la Révolution, guidés par le moboutisme, etc., etc., convaincus de nos options fondamentales telles que définies dans le manifeste de l'Ancélé, conscients que seule la politique de recours à l'authenticité, etc., etc., voilà, nous arrivons à faire cette constitution. Mais ici, dans la constitution de la République démocratique du Congo, qu'est-ce qu'il y a dedans? On commence d'abord par exposer des motifs avant d'arriver au préambule qui ressemble un tout petit peu à celui-là. Mais ici, qu'est-ce qu'il y a? C'est la partie la plus importante de la Constitution avant d'arriver dans les articles que vous allez voir plus tard, parce que je ne vais pas citer les articles ici. Je vais réfléchir globalement avec vous. Dans l'exposé des motifs, c'est écrit ainsi. Depuis son indépendance, le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo est confrontée à des crises politiques récurrentes dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. De cette contestation a pris un relief particulier avec les guerres qui ont déchiré le pays de 1996 à 2003. En vue de mettre fin à cette crise chronique de légitimité et de donner au pays toutes les chances de se reconstruire, les délégués de la classe politique et de la société civile, forces vives de la nation, réunis en dialogue intercongolais, ont convenu dans l'accord global et inclusif signé à Pretoria en Afrique du Sud le 17 décembre 2002 de mettre en place un nouvel ordre politique, c'est-à-dire une nouvelle constitution.
fondée sur une nouvelle constitution démocratique, sur base de laquelle le peuple congolais puisse choisir souverainement ses dirigeants au terme des élections libres, pluralistes, démocratiques, transparentes et crédibles. À l'effet de la matérialiser, la volonté politique ainsi exprimée par les participants au dialogue intercongolais, le Sénat, issu de l'accord global et inclusif précité, a déposé, conformément à l'article 104 de la Constitution de la transition, un avant-projet de la nouvelle Constitution à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, le Sénat et l'Assemblée nationale, c'était des gens qui découlaient, qui étaient choisis par ces gens-là qui étaient en Afrique du Sud, cette délégation qui ont fait des accords, pour devenir des députés. Et ce sont ces députés et des sénateurs choisis en Afrique du Sud qui y ont commenté ces projets et on a fait donc le référendum en 2005 et le président Joseph Kabila l'a donc proclamé au journal officiel. De l'État et de la souveraineté, dans le but, d'une part, de consolider l'unité nationale, mise à mal par des guerres successives, et d'autre part, de créer des centres d'impulsion et de développement à la base, le constituant a structuré administrativement l'État congolais en 25 provinces, plus la ville de Kinshasa dotée de la personnalité juridique et exerçant des compétences de proximité énumérées dans la présente Constitution. Vous allez comprendre qu'il parle ici déjà dans les pourparlers qu'ils avaient faits à Pretoria, il parle ici de 25 provinces. Les provinces sont devenues même 26. Ce n'est plus 25. Donc ça, ce n'est pas le peuple qui a décidé, non, on va quitter les provinces que nous avions avant, le nombre de provinces. Vous voyez, ici, par exemple, dans l'ancienne constitution du MPR, du Mobutu, la République démocratique du Zaïre comprend la ville de Kinshasa et les 8 régions énumérées ci-après, Bandundu, Bas-Zaïre, Équateur, Haut-Zaïre, Kasaï occidental, Kasaï oriental, Kivu, Chaba. Donc, on avait 8 régions plus Kinshasa, on avait 9 régions. Ici, à Pretoria, les délégués, là, nos amis qui étaient venus du Rwanda, Burundi, partout, Ouganda, ils se réunissent, ils créent un parlement, un sénat, et puis ils leur disent, voilà, prenez le projet de constitution amené par le professeur Bob Kabamba, qu'il a conçu avec les Belges à Liège, à l'université de Liège, et ces délégués-là ont fait, donc, amender ce que vous appelez la Constitution. Alors, maintenant, la différence entre cette Constitution et celle de Mobutu, c'est qu'il y a des articles qui sont un peu compliqués. Par exemple, sur la souveraineté, de l'État congolais, la souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple, ça c'est l'article 5. Mais vous avez l'article 4 d'abord. Des nouvelles provinces et entités territoriales peuvent être créées par démembrement ou par regroupement dans les conditions fixées par la Constitution et par la loi. Vous comprenez, il y a démembrement. On vous dit, il y a l'article 4 de la Constitution. On vous dit, de nouvelles provinces et entités territoriales peuvent être créées par démembrement ou par regroupement dans les conditions fixées par la Constitution et par la loi. C'est-à-dire quoi démembrement? C'est-à-dire katakata. On coupe. C'est-à-dire la balkanisation.
C'est-à-dire que cette constitution est à la base de la balkanisation du pays. Je vous ai dit ici, dans l'exposé des motifs, ces gens-là, quand ils sont allés en Afrique du Sud, ils ont dit les provinces ne doivent plus être 9, c'est-à-dire 8 provinces plus Kinshasa. Non, non, nous devons en faire 25 ou 26. Maintenant, ils disent comment il faut créer ces provinces. On dit non, non, on va démembrer les provinces qui sont là. C'est-à-dire que vous vous réveillez le matin, vous étiez du Kasaï occidental. Non, non, on vous coupe. Oh, vous n'êtes plus du Kasaï occidental, vous devenez de Haut Kasaï et Bas Kasaï et ceci et cela. Démembrement, balkanisation. Vous allez dans le Bas Congo, oh non, ça devient Congo central, ceci, au fleuve, ainsi de suite. Balkanisation. Allez dans le Maniema, balkanisation. C'est-à-dire que cette constitution est à la base juridique même de la balkanisation. Et c'est pourquoi les étrangers qui sont le Rwanda, l'Ouganda, ne veulent pas que l'on puisse changer cette constitution. Pourquoi? Parce qu'ils sont dedans. Et les Européens aussi sont dedans. Parce que si vous changez la constitution ici, tout ce qu'eux, ils ont acquis par l'accord, parce que cette constitution, c'est l'accord de l'Afrique du Sud. Si vous changez ça, tout ce qu'ils ont acquis par cet accord-là tombe à l'eau. Vous comprenez? Donc, on va faire le démembrement, on va en créer un. C'est-à-dire qu'on fait la même chose que Berlin avait fait en 1885. Mais nous-mêmes, là, nous coupons nos provinces en morceaux. Tu te réveilles le matin, le cimetière était là, à la frontière, tu retrouves la tête de ton grand-père de l'autre côté, et puis les autres membres de ce côté, vous êtes dans deux provinces différentes. Mais vous parlez la même langue. Il y a aussi l'article 9 de la Constitution. C'est ce qui est très important. L'article 9, c'est l'État exerce une souveraineté permanente, notamment sur le sol, le sous-sol, les eaux et les forêts, sur les espaces aériens, fluviaux, lacustres et maritimes congolais, etc., etc. C'est-à-dire que l'État n'est pas propriétaire du sol et du sous-sol. L'État exerce la souveraineté. Et on va faire des lois qui disent à l'État, voilà comment vous allez exercer votre souveraineté. Ce n'est pas à vous. Et je vais prendre la petite constitution de Mobutu, où on parle de la souveraineté. Et voilà. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'ils disent? Article 11 dans l'ancienne constitution du Zaïre dit ceci. Le sol et le sous-sol zaïrois ainsi que leurs produits naturels appartiennent à l'État. Point. Les conditions des concessions sont fixées par la loi. Article 9 de la nouvelle constitution dit ceci. L'État exerce une souveraineté permanente, notamment sur le sol, le sous-sol, les eaux et les forêts, sur les espaces aériens, fluviaux, lacustres, et ainsi de suite. Les modalités de gestion et de la concession des domaines de l'État visés à l'alinéation, à l'alinéa précédent sont déterminées par la loi. Quand on dit sont déterminées par la loi, c'est quoi? C'est-à-dire que la Banque mondiale viendra. Il vous dit, bon, écoutez, vous, Congolais, comme vous ne connaissez pas trop, avant d'avoir de l'argent, Fonds monétaire, FMI, vous devez changer votre loi, vous devez écrire ça dans votre loi pour nous donner
vos terres. C'est par exemple avec Glencore, hein, l'entreprise, la multinationale suisse qui est venue au Congo. On vous a dit, bon voilà, vous n'avez pas de capacités, de compétences pour vendre vos minéraux. Donc tous vos minéraux, c'est nous qui vont les récupérer et Glencore va vendre pour nous sur le marché international. Ça, c'est les conditions données par la Banque mondiale pour pouvoir aider le Congo avec des prêts, etc., etc. Donc ici, vous voyez que nous sommes dans la balkanisation. Quand Monseigneur Chollet, l'Église catholique, parle de la balkanisation en changeant cette constitution, ils ne savent pas que la constitution qu'eux-mêmes défendent aujourd'hui, elle est à la base de la balkanisation. Nous vivons la balkanisation territoriale, administrative, etc. Ils disent, on va démembrer pour créer de nouvelles constitutions. Vous parlez de Minembwe, c'est quoi? C'est ça le démembrement. Et on va continuer de démembrer. Alors, est-ce que je suis pour ou contre le changement de la Constitution? Je vous ai donné quelque part presque tous les arguments. Mais ce n'est pas tout, parce que je ne vais pas faire très longtemps. Je parlais avec Festus Mogae. Festus Mogae, paix à son âme, il est mort il n'y a pas longtemps. Il était le président de Botswana. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Nous étions dans une conférence que j'ai tenue, où il était aussi, c'était en Allemagne, à Bonn, une grande conférence internationale. Il a dit qu'ils avaient aussi un problème. À l'époque, quand ils ont découvert le diamant, c'était la compagnie multinationale De Beers. De Beers est venu là-bas. Bon, vous savez comment ces entreprises-là manipulent. Ils ont fait des accords. De Beers allait donc exploiter les diamants pendant quelques années. Et puis, ils avaient convenu qu'ils vont donner quelque chose comme 20% pendant X temps, 10 ans, 20 ans, au Botswana, et les 80, c'est pour eux, pour récupérer les investissements qu'ils ont faits pour trouver le diamant, l'exploration, etc. Mais qu'est-ce qu'ils ont remarqué, Botswana? Ils ont trouvé que très vite, De Beers avait tout récupéré après 5 ans. Mais les Botswanais, le gouvernement botswanais ne recevait rien du tout. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont travaillé dans la transparence. Ils se sont dit non, nous on ne peut rien, nous sommes un petit pays. De Beers, c'est une grande entreprise. Nous allons maintenant voir la société civile, les organisations des droits de l'homme dans le pays d'où De Beers vient. Angleterre, donc l'Europe, ainsi de suite. C'est ainsi qu'ils ont été partout, ils ont fait la campagne pour dire, voilà, regardez ce que De Beers nous donne, regardez ce qu'eux, ils gagnent. Et puis après, ils se sont résolus de changer la Constitution. Pourquoi? Parce que s'ils changent la Constitution, tout tombe, même le sol là, tout ce que De Beers était en train d'organiser, tombe avec. Mais pour ça, c'est l'amour du pays. C'est ça la cause pour laquelle le Botswana a changé la Constitution. Mais au Congo, pourquoi on change la Constitution? Pourquoi ce débat-là est là? Moi, je n'ai pas compris, je n'ai pas entendu, même pas de la bouche du président de la République, la raison pour laquelle on change la Constitution. Parce que tout le monde dit, Tshisekedi veut se présenter pour la 3e fois. Il veut avoir le mandat, le 3e mandat. Dans sa communication, dans la communication des gens autour du chef de l'État, il ne parle pas de cette constitution qui est une constitution à la base de la balkanisation, telle que je viens de vous le décrire. Donc, quand lui-même, il a parlé
dans une conférence il n'y a pas longtemps, lui-même, je parle de Tshisekedi, le président de la République du Congo, il a parlé de... on lui pose la question, est-ce que vous allez faire le troisième mandat? Il dit, bon, si les Congolais m'en donnent l'occasion, pourquoi pas, et on va passer par le référendum. S'ils me donnent le troisième mandat, bon, je pourrais accepter. Donc, ce qui fait que tous les débats sur le changement de la Constitution est axé sur la personne de Tshisekedi qui veut avoir le troisième mandat. Or, il y a plus que ça, il y a pire que le troisième mandat. C'est la balkanisation qui est dans cette Constitution. La souveraineté de l'État qui est exercée sur le sol, et ce sol appartient à d'autres personnes. Vous pouvez arriver là-bas, oh non, je suis l'État congolais, je viens exercer ma souveraineté. Allez, Katuka, tu n'es pas ici, va-t'en. Quel État congolais? Et ça se passe. Il y a des grandes multinationales là-bas, tu arrives, on te chasse. Il y avait le ministre Ndeko Eliezer qui était à Lubumbashi. Il arrive là-bas chez les Chinois, on dit allez, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Qu'est-ce que tu viens chercher ici? C'est ça l'État, la souveraineté. L'État exerce la souveraineté sur les sols et les sous-sols. Le ministre Eliezer est allé à Lubumbashi là-bas pour visiter une concession là qui est exploitée par les Chinois. Les Chinois l'ont chassé. Il est allé voir le général Kapend pour qu'il puisse faire. C'est ça la Constitution, c'est ça l'exercice de la... Hein? C'est ça l'article 9 ici. L'article 9, c'est où? L'État exerce une souveraineté. Il faut avoir il faut avoir un appareil d'État qui peut exercer même cette souveraineté. Est-ce qu'il y a un État là-bas au Congo? Et s'il n'y a pas d'État, quel État va aller exercer la souveraineté? Il n'y en a pas. Donc, nous avons le débat est là, mais il n'a pas encore commencé. Parce que cette constitution, elle est là pour balkaniser. Elle a déjà commencé à balkaniser. Moi, dans ma province, d'où je suis originaire, on a coupé, on a balkanisé. On prend les parties où il y a des diamants, et on donne à des gens quelque part là. On donne des gens et puis on balkanise. Vous allez, oh non, je viens pour exercer la souveraineté dans les Kivu là-bas. Les mines là-bas, vous savez, ça appartient à qui? Il y a des mines, des concessions qui appartiennent aux Canadiens, aux Belges, aux Hollandais. Vous venez là-bas, oh non, on vient exercer notre souveraineté. Verveise. On te chasse. Vous avez l'Équateur, le Bandundu là-bas. Aussi, on a balkanisé. Mais vous savez qu'est-ce qui se passe? Il y a Renzo Martens, c'est un artiste, un écrivain hollandais. Il fait beaucoup de projets dans le Bandundu là-bas. Il a été chassé dans l'Équateur par des gens en Angleterre. On a appelé. Il dit, allez, quitte là-bas. Il voulait faire des projets là-bas. On dit, quitte, ce n'est pas ton terrain. Alors qu'il avait tous les papiers de l'État. Or, l'État se trouvait en Angleterre. Parce que les terrains là-bas, toute la terre, presque toute la terre de l'Équateur, appartient à la multinationale, comment ça s'appelle? Unilever. Unilever. Donc, il y a Unilever qui a fait le PLZ, hein, tout ce qui est palme, l'huile de palme et tout ça. Unilever est propriétaire des grandes concessions, même dans le Bandundu là-bas. Il y a des chefs de village qui sont assis, là, ils se disent, je suis chef de tel village, chef de tel territoire et tout ça. Mais ce n'est pas leur terre, ce n'est plus leur terre. Et ça, c'est partout au Congo comme ça. On vous dit non, article 9, le Congo, l'État va exercer la souveraineté. L'État a les capacités d'exercer cette souveraineté-là. Tu arrives là-bas, tu es ministre, on te dit, allez, toka couler.
Donc, il faut réfléchir très bien, il faut communiquer très bien. Tout le monde a le droit de parler de cette constitution ou de son changement. Et l'Église catholique, j'espère qu'il y a des intellectuels là-bas. J'espère que M. Chollet, Monseigneur Chollet et le cardinal Ambongo, ils ont quand même quelque chose dans la tête qui peut analyser pour dire que la balkanisation, c'est dans cette constitution. Donc ça ne va pas venir parce que les mêmes raisons qu'ils avancent, ce sont les raisons que les autres ont avancées, les rebelles ont avancé. Et on va continuer jusqu'à quand? Parce qu'il faut dire, on va toujours préserver la paix. Hein. À un moment donné, il faut construire le pays. Chaque fois, oh non, 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 il ne faut pas toucher, préserver la paix. Mais moi, j'ai vu, je suis allé à l'est du pays là-bas. Je pose la question. Vous voyez des mines partout là-bas. Oh, il y a des creuseurs et tout. Mais j'ai dit, mais à qui appartiennent ces mines-là? Oh non, non, non. Il est question à poser à Kiapa. Ces questions-là, on ne pose pas ici. Pourquoi? Parce qu'il y a des propriétaires de ces mines-là qui sont ailleurs. Mais toi, l'État congolais, viens exercer ta souveraineté. C'est parce qu'on sait que vous n'allez jamais exercer cette souveraineté-là qu'on met cet article-là, ici, pour balkaniser votre pays. Notre pays, excusez-moi. Bon, c'est ça. Donc, la balkanisation, pour répondre à nos amis de la CENCO, la balkanisation est déjà là. Donc, merci. C'était Alphonse Mwambi de Moam International Network. Bonne soirée chez vous. Au revoir.